Clayton Christensen a consacré beaucoup de travaux aux stratégies d'innovation de rupture. Il a donné une illustration de l'une de ces stratégies par l'histoire des disques durs qu'il a réalisée dans les années 1990. C'est le sujet de cette vidéo. Alors, suivons d'abord son raisonnement sur les stratégies d'innovation, raisonnement qui se réalise en 4 temps. D'abord, Christensen nous explique que pour toute offre existante sur un marché, il y a une étendue de performance que les clients utilisent. Nous avons ici une courbe haute et une courbe basse. On peut illustrer son propos en prenant l'exemple d'un ordinateur. En tant que professeur de gestion d'innovation, je n'utilise qu'une partie de la puissance de calcul de l'ordinateur. Je suis un utilisateur de l'extrémité basse. Au contraire, mes collègues scientifiques, en physique par exemple, vont mobiliser beaucoup plus de puissance de calcul, voire la pousser à son extrémité. Donc pour une offre donnée, il y a 2 extrémités, une haute et une basse. On voit ces courbes croître dans le temps parce qu'il y a des efforts d'innovation qui améliorent l'offre produit avec ces 2 extrémités. Deuxième étape du raisonnement de Christensen, il reprend la courbe en S, extrêmement connue en économie de l'innovation, qui traduit l'effort d'innovation dans le temps, souvent mesuré par l'effort de R&D, de recherche et développement, et son effet corrélé sur la performance. L'innovation produit des résultats qui accroît la performance des produits, qui se stabilisent ensuite et qui déclinent. On retrouve là d'ailleurs l'histoire de l'émergence puis du déclin du dominant design. Vous avez certainement déjà vu des courbes en S qui se succèdent dans le temps, marquant à chaque fois des ruptures, par exemple des ruptures technologiques. Et Christensen, pour des raisons de simplicité, pour des raisons pédagogiques, va introduire la courbe en S dans son schéma sous la forme d'une droite. Il va la linéariser. Et cela donne une représentation où on a l'effort d'innovation représenté par la droite qui produit avec son offre 2 extrémités, une haute et une basse. Troisième étape du raisonnement de Christensen, la proposition de 3 stratégies d'innovation. Première stratégie, celle des acteurs dominants dans le cadre du dominant design, ce sont les stratégies d'innovation de soutien. Les entreprises installées vont améliorer l'offre existante pour satisfaire les demandes des clients les plus rentables, c'est-à-dire l'extrémité haute. Ce faisant, les entreprises ignorent la partie basse qui est surservie par le marché, par cette offre. Cela laisse la place à une deuxième stratégie que Christensen appelle une stratégie de rupture par le bas. C'est évidemment une stratégie à bas coût en anglais, low cost. On peut citer dans l'industrie automobile la Logan qui réduit les fonctionnalités de la voiture au minimum pour coller à l'extrémité basse de la courbe d'usage. Mais on verra avec l'exemple du disque dur qu'il peut y avoir des stratégies de contournement par le bas plus sophistiquées. Il y a une troisième stratégie de rupture qui crée un nouveau marché par une rupture technologique, par exemple le passage de l'appareil photo argentique au numérique, ou une rupture d'usage ou une rupture de modèle d'affaires, cas très étudié par Christensen, qui a beaucoup cité à propos du modèle d'affaires en 2017 l'entreprise Netflix. Et à chaque fois dans cette rupture, des non-consommateurs sont transformés en consommateurs. On a bien 3 stratégies d'innovation. La stratégie incrémentale ou de soutien, la stratégie d'innovation de contournement de cette première stratégie et la stratégie de création, la stratégie de rupture, de création de quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Basculons désormais au cas et à la 4e et dernière étape du raisonnement de Christensen, qui est la mobilisation d'un cas passionnant, celui des innovations du disque dur. Christensen, en 1993, a réalisé un travail très remarqué, un travail historique. Le gourou actuel, le pape du management de l'innovation, a commencé son analyse de l'innovation par de l'histoire. Une histoire consacrée à l'évolution des disques durs et son approche est innovante, car le fil rouge qu'il suit pour retracer cette histoire est celui de la taille des disques durs. Alors jusqu'à ses débuts, l'histoire de la micro-informatique concernant les disques durs va privilégier 2 critères qui correspondent aux besoins identifiés du marché. D'abord la capacité de stockage, offrir la possibilité de stocker beaucoup de données, et la vitesse d'enregistrement. La question de la taille ne se pose pas car si on réduit la taille des disques durs, on réduit leur capacité de stockage. Alors je vais maintenant m'équiper de gants car je m'apprête à manipuler des objets de collection. Considérons ce schéma issu de la recherche de Christensen. On peut noter 2 choses. D'abord, une baisse de la taille des disques durs. Début et milieu des années 70, des disques durs de 14 pouces. À la fin des années 80, début des années 90, des disques durs qui sont passés à 2 pouces et demi.
Pour se rendre compte, voici ce que représente la taille d'un disque dur de 14 pouces et comme taille intermédiaire des extrémités signalées par Christensen, un disque dur de 5 pouces 1 quart. La deuxième chose que l'on peut noter sur ce schéma, c'est que concomitamment, on assiste à une baisse de la capacité de stockage. Pour chaque génération de disques, on a deux courbes. La courbe de l'offre en haut, l'offre qui sursert, et la courbe de la demande en bas. À la fin des années 70, pour la première fois, l'industrie du disque dur va réduire la taille. Et ce sont de nouveaux entrants qui vont le faire, comme Quantum, Micropolis ou Priam, au point qu'avec du recul, en 1982, 80% des entreprises qui fabriquent des disques durs étaient de nouveaux entrants. Alors pourquoi les entreprises dominantes, en particulier IBM, son marketing, ses ingénieurs, sont passés à côté de ce développement des petits disques durs? D'abord, on l'a déjà dit, ils ne répondent pas aux critères de performance du marché, parce que ces critères de performance dégradent la qualité des petits disques. Les disques durs de 8 pouces ont une capacité qui est 10 fois inférieure, capacité de stockage, à celle des disques durs de 14 pouces. Et comme pour satisfaire les clients, l'offre de capacité de stockage doit être importante, on n'investit pas dans une technologie qui la réduit. Deuxièmement, les coûts de revient, pour des raisons d'économie d'échelle, sont plus élevés. Troisièmement, les leaders n'ont pas de vision des nouveaux usages que ces petits disques durs pourraient offrir. Et c'est là le cœur et la fin de l'argumentation de Christensen, la bascule sur de nouveaux usages. On a vu combien il était difficile, au début de l'histoire de l'informatique, de basculer des gros ordinateurs à la micro-informatique. Il était rationnel de faire gros pour faire des calculs et inconcevable de distribuer une informatique moins performante, une informatique de petite taille. C'est exactement ce qui se joue au tournant du milieu des années 80. Ici, on voit ordinateur portable. C'est-à-dire qu'à ce point de la courbe, c'est très intéressant parce que la nouvelle technologie vient croiser l'extrémité basse de la demande de l'ancienne technologie. De nouveaux usages sont possibles avec de petits disques durs. Certes, ils ont moins de capacité de stockage à l'époque, mais ils vont ouvrir de nouvelles applications, de nouveaux comportements, de nouveaux marchés. Avec le portable, on se déplace avec l'ordinateur. L'ordinateur vient avec soi. Et à ce point de bascule, on a un nouveau marché qui ne correspond pas au marché existant. Et c'est sur ce nouveau marché que de nouveaux entrants vont se concentrer, tandis que les acteurs existants vont rester attachés au marché qu'ils connaissent. Alors finalement, on voit que les stratégies de rupture de Christensen sont des stratégies de contournement par le bas, en profitant du surservice et d'une focalisation des acteurs dominants sur les critères de marché, ou une rupture qui propose des critères qui n'existaient pas jusque-là pour créer un nouveau marché. Et on voit également la tendance parfaitement rationnelle des acteurs dominants à s'attacher à rénover l'offre existante pour les clients existants plutôt qu'à s'attacher à la détruire. Ce faisant, les acteurs installés ont tendance à ne pas voir les stratégies de contournement de rupture qui sont portées par de nouveaux entrants. La fabrique de l'innovation est bien une affaire stratégique.